précisément ou être par des discours qui ne reflètent peut-être pas l'environnement qui est le nôtre. Comment comprendre cette situation des discours haineux, mais peut-on inverser la tendance, une scène politique plutôt au niveau de ce qu'elle a toujours offert au peuple camerounais durant les années d'avant Braise, mais également les années d'après Braise. Depuis 2018, cette scène politique est essentiellement émaillée par un discours qui est peut-être en dessous de la ceinture, mais il est question aujourd'hui de véritablement là où ça fait mal et d'avoir la force de proposer des solutions. Nous parlerons aussi, et bien évidemment, de l'actualité internationale et davantage du Mali. Le Mali, depuis quelques semaines, au lendemain du coup d'État mené par Assimi Goïta et les membres de sa junte militaire qui sont au pouvoir, cette junte qui avait donné des garanties à la CEDEAO, même à la communauté internationale, de céder la place aux civils, avoir retourné sa veste. Mais aujourd'hui, la situation semble également évoluer au Mali, ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La junte militaire vient d'obtenir de l'Assemblée nationale qu'elle restera au pouvoir durant les 5 prochaines années avant de passer la main précisément aux civils. Mais cette situation est compréhensible au regard de la situation actuelle du Mali. D'ailleurs, la junte militaire conduite par le colonel Assimi Goïta est montée au créneau pour purement et simplement demander le départ de la France de son sol. Le mois de juin avait d'abord été prononcé. Finalement, le Mali opte pour le départ immédiat et sans condition à la fois de la France et l'ensemble de ses partenaires. Une situation qui est plus ou moins appréciée en France, notamment à Paris. Le président français Emmanuel Macron se refuse de parler de la politique française au Mali. D'ailleurs, le Mali a annoncé définitivement barrer ou tourner le dos aux francs CFA et annonce la production de sa propre monnaie dans les jours, semaines et mois à venir. Peut-on penser que le cas malien, qui semble aujourd'hui être l'un des cas les plus visibles en Afrique de l'Ouest, sonne peut-être le glas du nouvel ère de l'après-colonisation où néocolonialisme étant dans un exemple type de décolonisation pure et simple d'un État? C'est du moins la question que l'on se pose ce soir avec nos invités. Nous allons essayer de décrypter cette autre actualité avec évidemment tous ceux qui vont nous accompagner dans le cadre de cette production. Vous le savez, tout au clair, ce veut être interactif. 6 99 54 15 66, 6 99 54 15 66. C'est le code d'accès à ce programme. Vous pouvez également nous écrire à travers notre page Facebook LTM TV officielle. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les instants, la présentation de notre panel. Nous revenons sur le plateau de Tout Clair, bien évidemment avec ces deux sujets posés sur la table du débat, notamment la question de peut-être peut-on la qualifier ainsi de l'indépendance du Mali, sortie du franc CFA, le Mali. Un exemple de décolonisation, c'est une question discours haineux. La politique ou les politiques au banc d'accusés. Une autre problématique posée sur la table du débat, et pour nous accompagner dans cet échange interactif, nous avons la chance d'avoir un écrivain qui justement s'est consacré aux questions des colonies françaises. Il est également journaliste et chercheur. Eric Yombi, c'est son nom, il est avec nous ce soir. Eric, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux copanélistes. Bonsoir également à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre, Le poids colonial de la France entre façonnage, errance et autolibération en Afrique noire francophone. En 2-3 mots, il s'agit de quoi? De vanter la France-Afrique ou alors de finalement remettre en cause cette fameuse France-Afrique? Il s'agit de remettre en cause cette France-Afrique. Il s'agit précisément dans cet ouvrage de décrire ces rapports qu'on peut qualifier d'incestueux entre la France et l'Afrique noire francophone. Mais surtout dans la deuxième partie de cet ouvrage, de proposer des solutions. Comment sortir de l'existant? Quelles sont les dynamiques qui sont mises en place, les dynamiques existantes
qui nous permettrait, n'est-ce pas, d'assister à une sorte d'auto-libération. Merci à vous, Éric Yombi, d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette le mois colonial de la France entre façonnage, errance et auto-libération en Afrique noire francophone. Il parle de la France-Afrique. Voilà, le bouquin il est intéressant. J'espère qu'il dédicacera également celui de deux autres panélistes. Et parmi nos autres panélistes, le conseil municipal du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le CRN, Vincent de Paul Yédé nous a retrouvés dans le cadre de cette émission ce soir. Vincent de Paul, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à nos panélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors vous, lorsque vous êtes entré dans ce studio, à raison d'une cérémonie que vous avez vécue, même si c'est par le net, de cette inauguration de ce stade, et vous estimez que le Cameroun également peut faire les choses de la même manière. Un stade construit en pratiquement 2 ans, le Cameroun a du mal à pouvoir tenir le même délai. Oui, je crois que comme Camerounais, on est un peu gêné de constater que ce que nous n'arrivons pas à faire ici, n'est-ce pas, d'autres tout à côté, n'ayant pas mis autant de moyens que nous réussissent à le faire. Ce que nous avons l'habitude de dire, que ces choses-là, en réalité, elles sont faisables, elles sont réalisables. Il suffit tout simplement qu'on y mette un peu de sérieux, il suffit tout simplement que les projets soient bien pensés et qu'on trouve les bonnes personnes pour les exécuter. Mais, au-delà de cela, je m'offusquais quand même, n'est-ce pas, cet échec diplomatique, n'est-ce pas, notre pays, qui, le jour du lancement de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas pu réunir autour de notre président de la République, d'autres chefs d'État comme lui, à l'exception de celui des Comores qui a bien voulu se rendre disponible pour cette cérémonie. Mais nous voyons qu'au Sénégal, juste pour l'inauguration d'un stade, qui est plus d'un chef d'État, qui est des personnalités de renommée mondiale, qui a pu faire le déplacement. Donc j'ai estimé que sur le plan diplomatique, c'est une gifle que le Sénégal faisait au Cameroun comme ça, et que il fallait que nos diplomates se mettent vraiment au travail, n'est-ce pas, pour servir au mieux les intérêts du Cameroun, pour l'image, pour l'amélioration de l'image que nous reflétons au niveau international. Merci beaucoup Vincent de Paulier d'être en notre compagnie. Notre consultant également est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous ne ferez peut-être pas le coup de gueule de Vincent Yédé autour d'une diplomatie qui n'a pas fonctionné lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, le Sénégal a brillé avec une pléthore de stars, au-delà des stars, des chefs d'État qui sont venus honorer la mise en service, l'inauguration de ce tout nouveau stade du Sénégal, d'ailleurs baptisé en son président Abdoulaye Wade par le président actuel, président Macky Sall. Je préfère féliciter le maire de Douala pour la promesse tenue qu'il m'avait faite lorsque nous nous sommes rencontrés à une conférence à laquelle j'étais invité à l'hôpital à Kentini lors du 90e anniversaire. Et je m'étais offusqué que le combat contre le désordre urbain ne portait pas de fruits significatifs, et en l'occurrence j'avais indexé cette briqueterie sauvage qui envahit les murs, la clôture de l'hôpital à Kentini, côté dit ancienne porte à Kentini, c'est-à-dire tout le long de l'avenue Jamon. Et le maire avait pris l'engagement solennel devant tout ce parterre-là qu'il allait procéder au dégagement de cette briqueterie qui n'a pas lieu d'être là. Il n'y a aucune ville de la taille de la ville de Douala qui abrite en son milieu une briqueterie qui se retrouve à un endroit où rien ne préjuge de
l'existence ou de la capacité de cet endroit, de son aménagement à accueillir une briqueterie. Donc je voudrais féliciter le maire pour avoir tenu sa parole, d'avoir dégagé cette briqueterie. Et le SGBC à Bali, qui a commencé par un petit marchand et qui est sur le point de devenir un grand marché de chaussures où à partir de 15 heures, les vendeurs de chaussures viennent se retrouver devant une banque pour créer un marché spontané à cet endroit. Donc je voudrais féliciter le maire pour ça. C'est une tâche extrêmement difficile. Ramener l'action continue, constante, sans relâche, pour que les uns et les autres sachent que on ne fait pas n'importe quoi en ville sous le prétexte de chercher à gagner son pain quotidien. Merci beaucoup Abel Belber. Merci beaucoup. Alors on va rentrer pleinement dans le vif du sujet de ce soir. On parle du Mali. Vous le savez, l'actualité est assez forte autour de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Après le coup d'État, il y a eu les sanctions de la CEDEAO, l'espèce d'organisation qui gère les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Mais davantage, après ces sanctions, on a vu une montée en puissance et notamment les boucliers des populations qui très rapidement demandaient le départ de la France. J'ai envie de dire, cette mère patrie qui a été aux côtés du Mali. Comment comprendre que finalement une population se résigne à demander à cause et à créer le départ d'un partenaire comme la France qui a toujours été là? C'est de la population à la nationalité française. Voilà des pays qui ont depuis toujours estimé qu'il était bon pour eux que leurs citoyens aient la nationalité de la mère patrie parce que ça permettait de rapatrier les fonds patati patata, des tas de choses qui n'ont jamais généré le développement au Mali. On est surpris de voir que c'est les mêmes Maliens qui semblent avoir une aversion extraordinaire contre un pays dont ils ont pour beaucoup d'entre eux la nationalité. Voilà des comportements qui relèvent d'un paradoxe qui n'est pas glorieux pour ce type d'agitation que je vois, qui n'iront pas loin. Je l'ai déjà dit. C'est de l'agitation qui est le premier militaire à faire un putsch au Mali et il s'est converti en homme politique qui a installé l'une des dictatures la plus régressive du continent. Il est mort au pouvoir, il n'a pas aidé le Mali à se développer, il n'a servi qu'à plonger le Mali, qui était un pays qui a lutté pour obtenir son indépendance et dans des conditions démocratiques où chacun militaire vient jouer les justiciers qui veut sauver le peuple. On est passé de Moussa Traoré à Amadou Toumani Touré, une version qui est venu enlever Moussa Traoré parce qu'il fallait redresser la révolution et patati et patata. Lui-même, il a ensuite passé le pouvoir à quelqu'un d'autre dont je ne me rappelle pas le nom. Sanogo, voilà, qui a été... Ensuite, Sanogo a organisé des élections et la culture démocratique parce que après Alpha Oumar Konaré, Toumani Touré est revenu par voie d'élection au pouvoir, mais Toumani Touré a été renversé par des militaires à 3 mois de la fin de son mandat sous le prétexte de sauver le Mali de je ne sais quel type de catastrophe. Et ceux qui ont pris le pouvoir à ce moment ont fait semblant sous la pression justement de la CEDEAO de donner le pouvoir
civile, c'est comme ça que Boubacar arrive au pouvoir. Et une fois de plus, on le renverse. Qui renverse Boubacar qui est à pour mettre un terme à l'expérience démocratique malienne? Eh bien, c'est un légionnaire français. C'est-à-dire, c'est un Malien qui a choisi de servir l'impérialisme parce que la légion étrangère est connue, et j'espère que notre copanéliste qui a écrit tout un livre sur les questions ne me demandera pas. La légion étrangère en France est un corps d'armée spécialisé pour justement les aventures néocoloniales de la France. Et ce colonel qui a servi l'impérialisme, il fait une aventure politico-militaire, il arrive au pouvoir, et pour se donner une légitimité, il commence à cultiver un sentiment anti-français, il prétend faire une révolution, et sous la pression de la CEDEAO que je félicite la CEDEAO de ne pas céder, de ne pas croire à tout ce discours insensé qui a pour but simplement de légitimer des choses que nous ne voulons plus en Afrique. Il n'y a pas de salut que des militaires détiendraient pour venir sauver je ne sais quoi dans les peuples africains. S'il y a des gens dans les armées africaines qui veulent faire de la politique, qu'ils enlèvent leur uniforme, qu'ils descendent le terrain politique, qu'ils fassent des partis politiques, qu'ils fassent des campagnes électorales, qu'ils aient le mandat populaire et qu'ils cessent de nous tenir les discours révolutionnaires dont on sait la suite et ça n'a pas permis. Comme étant un sentiment anti-français. Et d'ailleurs, comment imaginer qu'un peuple, d'ailleurs, comme le Mali, qui a toujours travaillé avec la France à ses côtés comme véritable partenaire, arrive à ce sentiment anti-français? Vous savez, la particularité du peuple malien, c'est qu'il est essentiellement manipulable. Un peuple peut être manipulable à ce point? Essentiellement manipulable. Vous savez, la première fois, c'est en 91. J'observe une révolte populaire à l'endroit de Moussa Traoré. Et justement, au terme de 6 jours de grève, au terme de 6 jours de manifestation, il y a des tueries. Et au prétexte que l'armée avait tiré, que les soldats ont tiré sur les populations, ATT est venu intervenir et l'a chassé du pouvoir. Nous sommes en 1991. Et depuis lors, à chaque fois, ce peuple est instrumentalisé. À chaque fois. Voyons tout récemment où il y a également un soulèvement et les militaires en profitent. Et le soulèvement est parti d'où? Alors que les fils des dirigeants se la coulent douce, ils craquent les pieds et on a mis la population dans le... Et donc on pas surprenant que lorsqu'on a indiqué que voilà votre ennemi, que cette même population se mette justement en rang de bataille contre cette ennemi. C'est regrettable ce qui se passe au Mali. Parce que la place de l'armée est dans les casernes. Nous ne pouvons pas soutenir un coup de force donné le quitus pour 5 ans. On comprend bien que ils sont venus s'installer au pouvoir, ils sont venus durer au pouvoir. Maintenant, ce que la CEDEAO fait, elle est dans son rôle justement pour ne pas encourager ce genre d'aventure. On parle de créer la monnaie. On ne crée pas la monnaie. On va arriver à la monnaie tout à l'heure. Mais il y a ce sentiment anti-français, est-il davantage de la prise du
du pouvoir par les militaires, ou alors que véritablement la France n'a pas aidé le Mali à sortir du sous-développement, mais également de la situation d'insécurité dont elle vit au quotidien. S'il y a des choses qu'on peut légitimement reprocher à la France et sa présence qui est infructueuse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas également penser que toutes les difficultés du Mali soient le fait des Français. Qu'ont fait les politiciens, qu'ont fait ceux qui ont dirigé ce pays depuis cette période? Et c'est donc ce dont je parlais tout à l'heure. Je parlais du fait qu'ils aient été incapables de satisfaire aux besoins primaires des populations. Ils trouvent un bouc émissaire. Et le bouc émissaire ici est trouvé. Même si, je continue à le dire, la présence de la France dans le cadre de la mission qu'elle s'est octroyée là-bas est questionnable. On ne peut pas également penser que c'est la France qui est à l'origine de toutes les difficultés que connaît ce peuple. D'accord, alors, Eric Yambi, vous qui êtes un chercheur, vous avez écrit autour de la colonisation en France, du poids de la colonisation de la France en Afrique francophone, Afrique noire francophone. Le problème du Mali se trouve véritablement à quel niveau? Déjà, il est important de bien situer les choses. Je pense que lorsqu'on parle de sentiments anti-français, ça ne restitue pas la réalité que j'ai connue sur le terrain l'année dernière, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger ou alors même au Mali. Il existe un sentiment anti-France officiel, c'est-à-dire que ces populations ont un ressenti contre les comportements de l'État français. Et quand je parle de comportement, je parle d'arrangement entre petits amis. Je vais être même un peu plus précis. Nous avons eu la visite au Cameroun du président français François Hollande. Et vous savez très bien qu'à cette époque, le Cameroun cherchait un partenaire pour gérer le terminal à conteneurs de Kribi. Bolloré n'était pas dans la shortlist. Ça, vous le savez très bien. Mais après la visite du président Hollande, on a bien vu que la concession a été accordée à Bolloré. Les populations en Afrique de l'Ouest particulièrement ne sont plus d'accord avec cette façon de faire. Deuxième exemple, les populations posent des questions qui sont de leur temps. Les populations veulent désormais savoir ces convois qui passent sans que puissent savoir ce qui s'y trouve. Est-ce que ça doit ainsi perdurer? Voilà une question précise. Mais ces accords, le Mali a lutté contre le terrorisme avec l'opération Serval en 2013. Lorsqu'il y a eu la reconquête du nord du Mali, vous devez le savoir, la localité de Kidal qui est au nord du Mali, les militaires français ont demandé aux soldats maliens de ne pas entrer dans Kidal. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la chose. C'est-à-dire qu'il y a les forces militaires maliennes et françaises, mais les Français demandent aux Maliens de ne pas entrer dans Kidal. Donc vous êtes chez vous et on vous demande de ne pas y entrer. Si je me limite à ces quelques exemples, on pourra en ajouter. À partir de là, vous nourrissez quoi? Il faut qu'on soit précis. Il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français. Ne disons pas ici que ce sont les Maliens contre les Français. C'est un sentiment anti-France officiel. Ces petits arrangements entre amis, entre chefs d'État, ces populations de l'Afrique de l'Ouest n'en veulent plus. Vous avez également parlé de la CEDEAO. Je réponds à votre question. Vous avez parlé de la CEDEAO. Vous savez, regardons-nous dans les yeux, posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, cette CEDEAO peut elle-même accepter qu'elle éprouve un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la gouvernance? Est-ce que la CEDEAO peut nous dire aujourd'hui si elle a tapé du poing sur la table lorsqu'à un moment donné elle a constaté qu'il y avait des perturbations, des laideurs en ce qui concerne la gouvernance au Mali, en Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas vu. Donc la
a l'impression que la CEDEAO, c'est une sorte de syndicat de chefs d'État, ou alors, quand ceux-ci sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et dans ce cas, il est donc hautement probable qu'un justicier arrive, arme à la main, pour que les choses soient faites. Vous dites un justicier? Un justicier, c'est de ça dont il est question. Lorsque vous regardez les mouvements militaires qui existent aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali, il y a une ferveur. Nous parlons exactement de ce qui est. Nous parlons des réalités du terrain. Maintenant, la question que vous avez posée est tantôt. C'est une question qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous avons affaire à une population de plus en plus jeune qui est habitée par certaines constructions. Les populations d'aujourd'hui veulent forcément plus de démocratie. Les populations d'aujourd'hui veulent une meilleure gouvernance. C'est de ça dont il est question. Les tenanciers de la finance Afrique d'hier, aujourd'hui, qui ne le veulent pas, ils vont débarrasser le plancher. Parce que c'est dans l'ordre des choses que les générations se succèdent. Et ces nouvelles générations sont portées par d'autres idées, une autre façon de faire. Et dans cette façon de faire, il y a une meilleure gouvernance. Et je vais chuter en disant que si le président IBK, aujourd'hui décédé, s'il a été destitué, c'est parce qu'il y avait une demande sociale importante. Une meilleure gouvernance, la lutte contre la corruption. Vous dit que c'est une espèce de fanfaronnade, de cette espèce de soulèvement de la population. C'est véritablement pas peut-être le reflet de ce que la population veut. Je ne pense pas que les Maliens soient idiots. Je pense que les Maliens savent très bien ce qu'ils veulent. Je vais vous rappeler que ces différents mouvements ont connu des morts. Ne pensez pas que ces personnes qui ont offert leur vie en holocauste, c'était des idiots. Et que le combat qu'eux menaient, c'était un combat qui visait, n'est-ce pas, à une régression du Mali. C'était une évolution du Mali, au moins dans le sens de la lutte contre la corruption, au moins dans le sens de la bonne gouvernance. Alors, la gouvernance au cœur de la situation que vit le Mali, un justicier est arrivé, vous n'êtes pas en phase avec ce justicier-là, parce que pour vous, c'est la mise à mort de la démocratie, mais pourtant, le justicier et l'ensemble des membres de ce qu'on peut appeler comme étant son équipe ont bénéficié désormais de l'appui des représentants du peuple, notamment des députés qui sont pratiquement d'accord avec la politique qu'ils entendent impulser aujourd'hui pour développer le Mali. C'est 5 ans pour davantage asseoir une bonne gouvernance, et cette bonne gouvernance passe à travers la revisite pratiquement de tous les accords entre la France et le Mali. D'ailleurs, aujourd'hui, les compteurs sont mis à zéro entre ces deux pays. Pour de France, on en a rappelé, on a d'ailleurs mis pratiquement dehors l'ambassadeur de France au Mali. Le comportement des parlementaires maliens est la preuve de la légèreté des acteurs politiques africains dans leur ensemble. Voilà des gens qui étaient au Parlement. M. Boubacar Keïta a été élu. On n'a pas eu un seul écho des joutes démocratiques au Parlement malien, où les parlementaires voulaient assurer leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, de la réorientation de l'action gouvernementale. On n'a pas vu une motion de censure du gouvernement malien. On aurait pu. La démocratie a ses outils. Et ces outils sont complets. Les outils de la démocratie permettent la déchéance d'un gouvernement démocratiquement établi qui se transforme en despote ou en un gouvernement corrompu, incompétent. Les outils de la démocratie existent. Il appartient aux démocrates africains de les faire fonctionner. Mais voilà donc un parlement qui ne jouait pas son rôle, où tout le monde était béni, oui, où le parti de Boubacar est majoritaire. Et on a dissous ce parlement, on n'a pas fait des élections législatives. C'est les mêmes qui sont revenus. Et c'est les mêmes qui sont en train d'essayer de convertir la demande des aventuriers militaires maliens en un mandat de 5 ans qu'on va leur donner. C'est les mêmes.
ceux qui étaient là hier, qui étaient derrière Boubacar Keïta, qui disaient que tout ce qu'il faisait était bon. Quel crédit vous voulez apporter de tels parlementaires? Ça doit préjuger de ce qui peut se passer dans beaucoup d'autres pays. Ça doit préjuger de ce qui peut se passer dans un parlement comme le parlement camerounais, où vous avez une majorité parlementaire qui ne veut pas faire son travail, qui ne veut pas contrôler l'action du gouvernement, qui ne veut pas interpeller le gouvernement sérieusement. Demain ou après-demain, vous trouverez ces gens-là peut-être, s'il y a un coup d'État ici au Cameroun, ce qu'il ne faut pas souhaiter, ce qui ne doit d'ailleurs pas arriver, les mêmes vont être derrière les militaires et tout le monde sera dehors en train de dire oui, on en avait assez. Il faut que nos populations soient responsables. Quand il y a des élections, que les gens sachent que les élections sont le moment où ils doivent exprimer leur position politique et faire leur choix. Les gens ne vont pas aux élections. Les taux d'abstention sont faramineux. Les gens restent à la maison. Ils ne veulent pas s'inscrire dans les listes électorales. Mais ils sont tous dans les bars et ils entretiennent des discussions. Ils ont tous des positions politiques. Ils sortent le jour où il y a un coup d'État et on nous dit il y a une demande du coup d'État. Il n'y a pas de demande de coup d'État. Il n'y en a pas eu au Mali, il n'y en a pas eu au Burkina, il n'y en a pas eu en Guinée. Il n'y a pas de demande de coup d'État. Personne n'a demandé aux militaires qui font tous ces coups d'État là. Monsieur, le pays est très corrompu. C'est ça que vous avez, et moi-même j'ai appelé les justiciers aventuriers. Les gens qui se donnent la mission de parler au nom du peuple et de renverser les institutions qui ont pourtant été mises là par ce même peuple. C'est de ça qu'il est question. Mais regardez l'inverse qui se passe au Soudan. Au Soudan, c'est des militaires qui ont fait à un autre militaire un coup d'État et qui vont rester au pouvoir, et c'est le peuple qui est en train de leur dire vous ne restez pas au pouvoir, nous en avons assez des gouvernants, de la gouvernance des militaires, et qui demandent le rétablissement d'une vie démocratique normale avec un pouvoir civil. Je dois noter qu'au Mali comme au Burkina, c'est des hommes politiques civils qui viennent, et notamment de l'opposition, avaliser les aventures de coup d'État. Ça doit nous donner un renseignement sur la qualité des hommes politiques en Afrique, et notamment dans les oppositions. Quand vous écoutez les discours des gens, beaucoup de gens sont des pro-anarchistes, même ici au Cameroun. Ils n'ont pas l'occasion de venir sur vos plateaux demander des coups d'État parce qu'ils sont incapables de s'organiser démocratiquement et les élections. Mais beaucoup de personnes, insidieusement sous cas, auraient souhaité qu'une aventure politico-militaire se déroule au Cameroun comme elle devrait se dérouler ailleurs. Si vous essayez de faire un coup d'État au Cameroun sous des prétextes que Biya est vieux, il est ici ou ça, vous allez rencontrer des gens comme nous. Parce que c'est une question de principe que nous devons cultiver. Et nous devons apprendre ce que mon monsieur a appelé l'esprit des lois. Nous devons nous soumettre à nos propres lois. Évidemment, il a raison, Yédé aura certainement raison, d'autres auront raison. Les comportements de mauvaise gouvernance, parmi lesquels le non-respect des engagements politiques, le non-respect des idées contenues dans les constitutions, des principes, le président bien a fait, lui aussi, il aurait dû respecter la limitation des mandats que lui-même mise dans la constitution de 1996. Il ne l'a pas fait, comme Idriss Déby ne l'a pas fait, etc., etc. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance, mais qui n'est pas simplement faite de corruption, qui est aussi faite de ce que on a des textes qu'on piétine allègrement quand on est au pouvoir, on le fait avec des majorités parlementaires, et ce sont ces mêmes parlementaires-là qui soutiennent après les coups d'État. Tout ça, ça rend compte de la légèreté de la classe politique dans les pays africains de manière générale. Alors, on a donc la CEDEAO qui, justement, a écouté l'appel lancé par le Malien. La CEDEAO dit 5 ans, c'est beaucoup. Bien sûr. Nous sommes d'accord sur un accord de 12 mois pour restituer l'ordre constitutionnel et donc organiser des élections libres et transparentes. Mais est-ce que l'appel de la CEDEAO peut être plus intéressant que celui
de l'Assemblée nationale qui a suivi d'ailleurs la demande des membres de la junte militaire conduite par Assimi Goïta. La junte militaire qui s'est installée au pouvoir, je voudrais quand même dire que ça questionne, n'est-ce pas, la qualité de gestion des politiques. Parce qu'on se rend bien compte que les politiques ont échoué. Ils ont échoué. La conquête du pouvoir, certes, mais répondre aux besoins fondamentaux des populations. Et à chaque fois, c'est ce qui remonte. Je voudrais quand même dire à Eric que, au prétexte d'un certain nombre de choses, on ne peut pas cautionner des coups de force. Parce que tout le raisonnement qu'il a déployé, qui est vrai pour ceux qui ont des difficultés entre la France et le Mali et un certain nombre de pays d'ailleurs, les 14 États africains, c'est quasiment les mêmes problèmes. Mais est-ce pour autant qu'on doit adouber les coups de force? Non, ça questionne la qualité des oppositions, n'est-ce pas? Je rappelle qu'au Mali, l'opposition est aujourd'hui pratiquement d'accord avec la proposition faite par la junte militaire au pouvoir. C'est des opportunistes, tout simplement, qui profitent là pour avoir leur part de gâteau, tout simplement. Et ça, il faut le fustiger, le condamner. On comprend donc que les gens se battent, pas pour le bien-être du pays, mais pour accéder à un certain nombre de fonctions, à un certain nombre d'avantages. Écoutez, les militaires qui sont arrivés au Mali sont venus s'installer et durablement. D'autres y ont été avant eux. Et ce n'est pas eux qui viendront faire un an. Donc, tout ce qu'ils essaient de faire là aujourd'hui, c'est de s'attirer la sympathie de la population. Et le bouc émissaire ici, c'est la France. Ça a été dit ici, la plupart d'entre eux ont même la double nationalité. Vont-ils la régner? Ils ne vont pas la régner. Vous croyez que la sortie du franc, c'est là, telle qu'ils la projettent? Ils pourront tenir. Qu'est-ce qu'ils auront fait entre-temps? Ça leur permet tout simplement de gagner en temps. Tous ces combats qu'ils engagent avec la France, c'est pour leur permettre de gagner en temps. En réalité, il est impossible que cette junte-là qui est arrivée change la donne à elle toute seule. C'est un combat qui doit être mené, n'est-ce pas? C'est un combat idéologique. Il faut bien des révolutionnaires quelque part. C'est des mauvais révolutionnaires. C'est des prétextes, la seule révolution qu'ils veulent faire. Mais est-ce que c'est le temps aujourd'hui pour ces hommes en tenue, ces militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, de donner la possibilité au Mali d'être un véritable pays souverain? Autant demander à tous les militaires des pays du précaré pour libérer leur peuple de venir prendre le pouvoir. Mais non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Je continue à le dire de manière formelle, la place des militaires, c'est dans les casernes. C'est dans les casernes. Et ces militaires, tels qu'ils sont venus, on les a vus. 8 mois plus tôt, ils étaient là avec des civils. Mais ils n'ont pas accepté la présence des civils à leur côté. Ils les ont balayés pour s'approprier la totalité du pouvoir qu'ils contrôlent actuellement. Et tout ce qu'ils vont faire sera de s'amasser des fortunes, de tisser de nouvelles relations qui, en réalité, jusqu'à présent, ne sont pas lisibles. On va peut-être dire que des partenaires étrangers, des nouveaux partenaires arrivent, mais ils viennent dans quelles conditions? Qu'est-ce que le Mali va céder? Qu'est-ce que le peuple va souffrir après? Qu'est-ce que le peuple va endurer après? C'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. Donc cette démarche-là des militaires, nous disons, c'est une grosse aventure qui risque encore de faire souffrir le peuple malien pour très longtemps. Et si d'aventure les souffrances du peuple continuent, si elles s'accentuent, ne soyons pas surpris que d'autres militaires peuvent oser à celui-là un coup d'État. D'accord. Alors, en plus
ces propositions qui ont été faites par l'agent militaire conduite par le colonel Assimi Goïta, il y a sur la table que nous chassons la France, nous enlevons également le partenaire, mais disons aussi au revoir aux Français IFA. Une bonne option politique, stratégique, militaire, ou alors véritablement foncer dans le mur? Déjà, il y a une chose que j'ai mise tout à l'heure, c'est que le colonel Assimi Goïta n'a pas un parcours de légionnaire. Hein. C'est un militaire qui appartient aux forces spéciales. C'est plutôt le colonel Mamadi Doumbouya qui est légionnaire. Donc, on ne peut pas affirmer ici le fait que l'actuel président de la transition au Mali soit de nationalité française. Mais il c'est pas Doumbouya qui a fait le non, en Guinée, c'est en Guinée-Conakry. C'est le Mali. Oui, voilà. Autant pour moi, mais c'est la même chose. Tout à fait. Maintenant, la première question que j'aimerais me poser avant de répondre à celle que vous m'avez posée. J'aurais aimé que nous soyons aux premières minutes, n'est-ce pas, du coup d'état de ce fameux Ghanéen Jerry Rawlings, pour lire dans la boule de cristal pour savoir ce qu'il devait faire par la suite. Mais je pense que beaucoup d'Africains qui regardent cette actualité de chez nous peuvent affirmer aujourd'hui qu'il dit le good job. Ça, c'est ce qu'on peut dire par la suite. Il a fait un très bon travail, un très bon nettoyage. Et pour avoir discuté avec beaucoup de ceux-là, je pense qu'il y a une inspiration de Rawlings. Qu'on soit au Mali ou alors qu'on soit même au Burkina Faso. Pour avoir discuté notamment avec le retraité colonel Sanou, qui lui-même a travaillé même avec Jerry Rawlings. Vous savez, nous sommes à une période question. Aux côtés de cela, qu'avons-nous fait? Est-ce que c'est un bilan positif? Est-ce que c'est un bilan négatif? Et la réponse à cette question nourrit les réflexions et permet de comprendre le déploiement, notamment le déploiement malien qui se fait à l'égard de ces différents partenaires. C'est une chose. La deuxième chose, c'est nous demandons aux politiques d'assurer la bonne gouvernance. Mais lorsque cette bonne gouvernance n'est pas assurée, alors que le peuple meurt de faim, alors que le peuple meurt du paludisme, qu'est-ce qu'on fait? On entend le Saint-Esprit. C'est naturel. Il ne s'agit pas de dire que nous supportons les coups d'État. Mais c'est dans l'ordre des choses que quelqu'un vienne et dise stop this. C'est dans l'ordre des choses. Il ne s'agit pas de dire qu'on supporte, qu'on aimerait que le coup d'État soit fait. Mais il appartient, non. Il est de la responsabilité des politiques d'assurer une bonne gouvernance. Mais surtout, il est de la responsabilité de la population de prendre en main son destin. Et c'est où je rejoins la Bindi. Les populations doivent prendre en main leur destin. Refuser d'aller dans les églises du réveil, attendre le Saint-Esprit, croyant que ce sont ces deux entités qui vont apporter le changement. Alors nous sommes donc dans une sorte, n'est-ce pas, de situation où, sans que cela nous arrange, sans que ces initiatives militaires soient ce que nous souhaitons, nous sommes donc face à ces situations où on peut les appeler, si on veut, des faux messies. Mais la réalité, elle est là. Ce que nous attendons des politiques depuis plus de 60 ans, ils n'ont pas pu nous offrir ça. On a donc ces faux messies. Aujourd'hui, ces faux messies tient un discours. La France CFA ne fait plus partie, notamment de notre concon quotidien. Il faut s'en débarrasser. Est-ce une bonne chose? Vous savez, ce sont les Maliens qui décident. Ce que moi je constate, c'est que les Africains aujourd'hui, ceux d'Afrique noire francophone en tout cas, sont en quête de souveraineté. Ces Africains veulent faire les choses autrement. Ces Africains veulent être indépendants. Ces Africains veulent s'exprimer autrement. Et alors, si les Maliens, en l'occurrence, estiment que le franc CFA est une sorte de boulet à leurs pieds, mais c'est dans l'ordre des choses qui contestent ce franc CFA. On n'enlève pas le droit aux populations de couper ce qui semble être un cancer pour elles. C'est tout à fait logique. Pourquoi est-ce que nous devons indiscutablement imaginer un avenir commun avec la France sans réviter les limites qui nous lient? C'est dans l'ordre des choses. La génération d'aujourd'hui qui n'a connu les années de lutte, qui n'est pas née en 1960, demande à faire les choses autrement. Ce que notre président Ahidjo a accepté hier, mais aujourd'hui nous ne voulons plus. C'est dans l'ordre des choses. Et c'est normal que deux partenaires notamment s'asseyent pour faire les choses autrement. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que nous avons une relation, j'ai envie de dire, traditionnelle avec la France, qu'on s'imagine que tout ce que nous faisons avec elle est bon. Non, mais non. Il arrive qu'à un moment donné dans l'histoire, vu le fait que nous sommes ouverts par rapport à d'autres partenaires qui existent, vu les changements même du monde, vu les attentes des populations qui sont de plus en plus jeunes,
qu'on s'asseye aujourd'hui entre partenaires pour dire il y a tel point sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et à l'heure où nous parlons, vous devez savoir qu'il n'y a pas le canal diplomatique, des documents qui ont été transmis à l'État français pour dénoncer certains éléments des accords militaires, mais jusqu'ici nous n'avons pas de réponse. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que cette France, est-ce qu'elle aimerait sincèrement que ça change? Et si elle ne change, elle ne veut pas changer, pourquoi? Il faudrait, de mon point de vue aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'environnement ambiant, par rapport à ces nouvelles générations qui consomment la mondialisation, qui consomment la bonne gouvernance, qui disent nous voulons voir plus sur tel aspect. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur ce plateau qui serait contre le fait qu'un convoi militaire français, pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé au Burkina Faso, que pendant longtemps, nous ne sachions pas ce qui passe sur notre territoire. Je crois que la bonne gouvernance voudrait aussi que, non seulement qu'on le sache, et qu'on exprime notre volonté. Mais ça est-ce que nous sommes d'accord? vous savez. Bon, non, les populations d'aujourd'hui voudraient que ce ne soit plus comme hier. Et ils rendent en compte cela. Vous pouvez dire que la foule est féminine, vous pouvez dire que la population est idiote, mais c'est ce qu'elle veut. Et lorsque vous portez ces aspirations, vous devrez comprendre cela. C'est ça la réalité. Nous analysons froidement les faits et nous pensons qu'aujourd'hui, la France est en difficulté parce qu'elle n'a pas su se réinventer. Il y a une demande aujourd'hui qui fait en sorte que ce qui a été accepté hier ne peut plus totalement être accepté aujourd'hui. C'est de ça dont il est question. De mon point de vue, la France, en ce qui la concerne, doit anticiper, engager de nouvelles discussions pour envisager cette relation autrement. Alors, il faut envisager la relation autrement, mais l'envisager autrement, c'est se débarrasser complètement du franc CFA. Est-ce qu'en quittant le franc CFA, le Mali ne se doute pas de sa capacité d'être véritablement souverain? Sur le plan de la science économique pure et simple, le franc CFA n'est pas nécessaire. C'est une monnaie qui n'a pour seule fonction que d'être le prolongement du lien colonial. On peut se débarrasser de ça. Sauf que je ne suis pas d'accord avec l'instrumentalisation que en Afrique, une certaine catégorie d'acteurs politiques veulent faire du franc CFA. Et les expériences montrent qu'ils n'ont pas raison. La Mauritanie est sortie du franc CFA. Depuis, sous justement l'emprise des généraux qui faisaient des coups d'État en Mauritanie. La Mauritanie ne s'est pas développée. Madagascar est sorti du franc CFA depuis, sous Ratsiraka. Ils ont créé leur monnaie. Ils ne se sont pas développés. C'est l'un des pays les plus pauvres de la terre. La Guinée, sous Sékou Touré, est sortie du franc CFA. Avant de revenir là-dedans elle-même. La Guinée équatoriale était sortie. Elle n'était même pas dans le franc. Ils avaient leur monnaie. Ils sont venus eux-mêmes dans le franc. C'est donc pour montrer que la problématique de la gouvernance et du sous-développement des États africains d'une manière générale et des ex-colonies françaises ne se réduit pas simplement à une question de CFA. C'est du fanatisme pur et simple que de vouloir faire croire aux gens que oui, si on sort du franc CFA, c'est le B.A.B.A, c'est grâce à ça qu'on va se développer. Mais les économistes nous disent que lorsqu'on a sa propre monnaie, on est au-delà d'être souverain. La Sierra Leone a sa propre monnaie. La Sierra Leone a sa propre monnaie. Elle n'est pas développée. Elle n'a aucune souveraineté. Elle a fait une guerre sauvage qui a duré plus de 15 ans, qui a décimé le pays. Le Libéria avait sa monnaie. Il ne s'est pas développé. Il est tombé dans une guerre civile, etc. Le Ghana, avant Jerry Rawlings, avait sa propre monnaie. Il a toujours sa propre monnaie, le Cedi, qui était dévaluée. Les Ghanéens n'en voulaient pas. La corruption régnait partout. Et ce n'est pas... On n'a pas quitté le Cedi. La situation ghanéenne s'est redressée. Ce n'est pas parce qu'on a changé de monnaie. Le Nigeria a connu des phases les plus sombres de sa vie politique. Mais là, ça n'a pas fait un pays développé. Ça n'a pas fait du Nigeria un pays développé. C'est un pays extrêmement développé, jamais. Non, peut-être qu'on n'est pas dans la même planète. Vous n'avez pas dit que le Nigeria est un pays sous-développé. Je dis peut-être qu'on n'est pas dans la même. Moi, je dis que c'est un pays sous-développé. Il n'a aucune caractéristique d'un pays développé, même si PIB, quelques agrégats macroéconomiques peuvent être
initiative par rapport à d'autres pays africains. Allez au Nigeria, vous ne verrez aucun développement. Moi, j'y ai été. Ça vous le dit? Non, moi, j'y ai été. Nous avons... Et je vous rappelle que le Nigeria a fait l'expérience des justiciers. Je reviens donc à quelque chose que Eric disait tout à l'heure. Il a posé la question du bout. Eric, le bilan est négatif. Il n'y a rien de défendable. Sauf que dans ce bilan négatif, il y a la responsabilité des militaires. Ce n'est donc pas eux qui vont nous sortir de ça. Si vous prenez ces pays ouest-africains, le Burkina, mais Sangoulé Lamizana, il a versé un pouvoir civil. Il a fait le progrès économique. Sankara est venu verser Sangoulé Lamizana. Il a fait du développement, pas du tout. Blaise Compaoré a renversé Sankara sous le prétexte de la rectification de la révolution. Ça a donné 20 ans de pouvoir. Un banditisme international où le Burkina était devenu le pays qui organise la guerre civile du Libéria et de la Sierra Leone et devient un extracteur de quoi? De l'or, etc., etc. Ça a amené le Burkina au développement? Pas du tout. On a fait semblant de revenir à un régime civilo-militaire parce que celui qu'on vient Compaoré, oui, c'était un militaire qui est devenu civil. Que notre militaire a renversé. Vous voyez donc qu'il y a une culture de l'instabilité qui n'absout pas les militaires africains de la responsabilité que Eric évoque. La mauvaise gouvernance. Ils sont co-responsables. Dans de nombreux pays, ils étaient aux affaires. Ils n'ont pas amené le développement. Okay, donc, nous ne pouvons pas en aucun cas considérer l'expérience exceptionnelle de James Rawlings comme quelque chose qui vient de montrer qu'il y a un petit espoir qui sommeille chez les justiciers militaires. Au contraire, c'est l'exception qui confirme que il ne faut surtout pas des expériences militaires parce qu'elles ne sont en rien porteuses de perspectives. Alors, Assimi Goïta et les siens pensent que le français n'est plus la bienvenue au Mali, qu'il faudrait mettre en place une monnaie malienne. Abel ne partage pas ce point. Je ne dis pas, s'il te plaît, il faut que ce soit clair. Je suis en train de dire que ce type de discours, c'est de l'instrumentalisation. D'accord. Ils peuvent faire leur s'ils veulent. Mais qu'ils ne fassent pas comme si c'est la situation du Mali qui justifie qu'ils fassent la révolution monétaire en créant leur monnaie. Merci beaucoup. Essayer de séduire quelques esprits revanchards. Est-ce que la révolution monétaire donnera la possibilité au Mali, au gouvernement malien, même sous la junte militaire, de mieux traiter sa population? Elle en demande. Elle demande d'être mieux prise en compte. Vous avez entendu Eric le dire sur ce plateau. Est-ce que cette sortie du franc CFA rassurerait le peuple malien? Est-ce qu'on fait cette sortie pour le peuple malien ou pour les intérêts de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Est-ce que vous croyez vraiment qu'en quelques mois, les militaires ont pensé la sortie du FEFA? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont pensé toutes les alternatives pour pouvoir sortir du franc CFA? C'est une décision lourde de conséquences. Tous les pays francophones, n'est-ce pas, qui utilisent le franc CFA, ambitionnent de sortir du franc CFA. Mais il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et le facteur le plus facile dans tout cela, c'est d'intégrer une monnaie qui existe déjà, qui fonctionne bien. C'est d'intégrer un goût. C'est pour cela que la question de la sortie du franc CFA ne doit pas être un problème local. Ça doit être un problème pensé au niveau sous-régional, voire régional. Parce que vous voyez très bien que de l'autre côté, les gens ont abandonné leur monnaie pour se retrouver autour d'une monnaie commune avec un certain nombre d'agrégats qui leur permettent, n'est-ce pas, de regresser leurs économies, qui leur permettent, n'est-ce pas, de mettre ensemble tous leurs efforts. Chaque pays
a des règles strictes qu'il est obligé de respecter, n'est-ce pas, pour pouvoir rester dans cette monnaie-là. Donc, c'est autant de choses. Ça, c'est une loi, n'est-ce pas, qui peut permettre à un pays qui veut sortir du franc CFA, n'est-ce pas, de faire ce genre de choix. Mais, encore une fois, c'est, tel qu'il le disait, c'est de l'instrumentalisation qu'ils sont en train de faire. C'est un bouc émissaire qu'ils sont en train de prouver, qui leur permettra de gagner du temps, de retirer les regards sur eux, n'est-ce pas, pour leur permettre de continuer leur aventure. Parce que, tel que je le disais, ils se sont installés, pas véritablement pour faire changer les choses, mais pour s'installer. S'ils veulent absolument faire changer les choses, pourquoi penser qu'ils sont les seuls à pouvoir les faire changer? Un nouveau président, une nouvelle équipe peut venir et faire changer les choses. Même s'il faut sortir du franc CFA, un gouvernement élu peut venir le faire. Pourquoi penser qu'ils sont les seuls? Il faut renverser les institutions pour le faire. Non. Donc, tel que je le disais, ces militaires qui viennent s'installer au pouvoir viennent pour des ambitions personnelles. Et c'est les populations qui vont en souffrir. Je regardais encore les statistiques là tout à l'heure. L'inflation est en train de grimper. Donc la population va commencer à ressentir les effets pervers de la prise de pouvoir par ces militaires-là. Qui doivent fermer les frontières jusqu'à un moment, même si on a rouvert. Mais si tous les pays de la CEDEAO décident par exemple de limiter les échanges avec le Mali, ça doit être avec les militaires. Il y a la Guinée a maintenu ses accords de coopération. Oui, évidemment, c'est d'autres poutistes. Mais merci Abel. Vous jetez. Voilà, donc je disais tout simplement que c'est des choix qu'on ne peut pas faire sur un coup de tête. C'est des choix qu'on ne peut pas faire en quelques jours. Les économistes doivent rester en back-office, travailler, penser, signer des accords et pour pouvoir faire sortir le pays de cette difficulté-là. Donc, s'ils sortent du franc CFA d'un coup de tête, on va se retrouver avec l'inflation comme ça a été connu au Zimbabwe, n'est-ce pas? Ça a été connu du côté de la RDC également. Donc il faut faire attention. Le Zaïre ne va presque rien. Des gens ont souffert avec des billets de Zaïre. On a vu ça au Zimbabwe. Donc le tout, c'est pas de créer sa propre monnaie, mais des agrégats dont il faut prendre. Alors, il y a des agrégats qu'il faut prendre en compte. Eric, aujourd'hui, on a donc cette situation malienne qui est préoccupante. La CEDEAO reste très attentive autour de cette question. Mais on a aussi que ce Mali veut se montrer capable de pouvoir tenir le coup. Le Mali peut-il tenir le coup face à la France dans le contexte qui est aujourd'hui? La France, d'après du point de vue de certains acteurs maliens, la France a pillé essentiellement le Mali. Il faut mettre fin à ce pillage-là. L'ère de la décolonisation a-t-elle sonné? La question que vous posez, elle est évidemment très profonde. Mais je commencerai déjà par dire que lorsqu'on parle de monnaie commune, telle que ça existe avec l'euro en Europe, c'est une construction. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'est retrouvée totalement affaiblie et bien entendu, elle a commencé ses initiatives d'union à travers, grâce à l'économie, avec le traité du charbon et de l'acier, bien entendu. Donc, et vous devez savoir que jusqu'à l'heure où nous parlons en 2022, c'est pas tous les pays européens qui ont l'euro en partage. Il y a quelques-uns. Il y en a qui veulent sortir. Tout à fait. Alors, donc, c'est déjà une façon pour dire que s'il faut attendre un vent total de ces différents pays d'Afrique noire francophone, je pense que ça ne se fera jamais. Parce que chaque pays, chaque région a même son anthropologie. Chaque région a sa façon de voir les choses. Et la façon la plus visible de s'en rendre compte, c'est tous ces mouvements de transformation qui ont lieu en Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'il y a une attente ou alors une réticence du côté de l'Afrique centrale? Ça veut dire que les réalités politiques, sociologiques, anthropologiques ne sont pas les mêmes. Mais par rapport à la question que vous posez, le Mali est un pays extrêmement riche. Extrêmement riche. Et la première richesse... Une population extrêmement pauvre. Tout à fait. Et la première richesse que le Mali dispose, c'est de l'eau. Dans un espace désertique, c'est une énorme richesse. Le Mali dispose de l'or, notamment dans la région de Kidal. Le Mali dispose
du phosphate dans la localité de Bourem, entre autres. Le Mali est un pays extrêmement riche. Ce qui se passe avec ce pays aujourd'hui, c'est profondément la question du bilan. Qu'est-ce que le Mali a fait avec ses différents partenaires, notamment avec la France? Maintenant, il y a une question si consensuelle, une problématique si consensuelle qui dicte majoritairement les actions du Mali aujourd'hui. C'est la question de l'insécurité. Le Mali a été jusqu'ici grandement gangréné par l'insécurité. Et les Maliens jugent que la lutte contre le terrorisme qui a été faite avec la France n'a pas porté ses fruits autant que les Maliens l'auraient souhaité. Du moins, avec le nouveau partenaire russe, ils estiment qu'il y a une accélération dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, ils aimeraient embrasser ce nouveau partenaire beaucoup plus fortement que le partenaire français, ce qui est dans leur droit. Maintenant, vous posez la question de savoir, est-ce que c'est une initiative de décolonisation? On peut voir cela comme une initiative de décolonisation, étant donné que ce pays défend de plus en plus ses attributs de souveraineté. Il s'agit notamment de la monnaie, mais il s'agit aussi de souveraineté au sens de prendre pleinement les décisions que ce nouveau pays assume. Pleinement les décisions, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire, nous voulons choisir le partenaire avec qui nous voulons faire X ou Y chose. Et ça tombe bien, nous sommes dans un monde qui change. Et ce monde qui change, c'est un monde qui voit de plus en plus la Russie gagner en grade, bomber le torse face aux autres. Mais il serait bien que le Mali développe une intelligence géopolitique pour se servir de cette Russie et peut-être s'affranchir du partenaire français dans le bon sens. Dans le sens de mettre en place une structuration politique et institutionnelle qui fera en sorte que la bonne gouvernance soit immuable. Que désormais, qu'il soit accepté, exemple simple, que la limitation des mandats soit actée. Que ce soit un élément immuable, indiscutable, et que désormais, chaque président, par exemple, ferait ses 2 mandats et s'en aller. Et qu'il y ait des indicateurs précis pour bien mesurer cette gouvernance, cette bonne gouvernance. Je suis de ceux qui pensent que la junte au pouvoir, on a l'obligation même de lui accorder le bénéfice du doute, puisque nous ne pouvons pas lire dans la boule de cristal. Mais nous les attendons tout simplement au bout du tunnel et leur poser des vraies questions. Ça dépend du tunnel aussi. Ce que vous avez promis, est-ce que vous l'avez réalisé? Pour terminer, moi je pense que le fait que la transition en place est demandée depuis les 5 ans, personnellement je pense que il y aura un plan médian qui va se situer autour de 3 ans. La CEDEAO veut 1 an. Les militaires parlent de 5 ans. Personnellement, je crois que nous serons autour de 3 ans. Parce que ces 3 ans, c'est bien entendu la durée qui a été lâchée, notamment par les assises. Je pense qu'on va se retrouver dans cette logique. Alors, il faut peut-être accorder les violons des uns et des autres. On court vers la fin, ou alors la sortie de cette thématique autour du Mali. Mais en même temps, je vais demander, Vincent de Poliedé, doit-on penser que le Mali est dans une aventure foireuse, ou si le Mali tient bon bout, peut tirer son épingle du jeu? Tout dépendra des décisions qui vont être prises et des résultats que cette junte au pouvoir va obtenir. Tel que le disait Eric, quand Jerry Rawlings arrivait au Ghana, personne ne pouvait présager justement des bons résultats qu'il obtiendrait. Donc on peut tout simplement, contre notre gré, souhaiter que qu'ils obtiennent des résultats satisfaisants pour le bonheur de leur peuple, n'est-ce pas, pour réussir, c'est-à-dire qu'ils réussissent au moins à desserrer cet étau, parce que nous sommes sûrs que les négociations vont commencer avec les Français, qui finiront par lâcher du lest. Et bon, maintenant, s'ils prennent des bonnes décisions au bénéfice de leur peuple, je crois qu'ils pourront justifier. Mais sinon, ils n'auront droit à aucune erreur. Et surtout que c'est des militaires qui sont installés. Leurs collègues ne les louperont pas. C'est comme ça que c'est passé par ailleurs. D'accord. Alors, Eric,
on est avec vous pour sortir avant de donner la parole à Belding Belobel sur cette question malienne. La France va-t-elle accepter de reconnaître ses manquements vis-à-vis du Mali et de renégocier ces accords-là? On a entendu la première réaction du président français Emmanuel Macron lorsque Assimi Goïta et les membres de la junte ont demandé le départ immédiat et sans condition de la France, de son ambassadeur et des autres partenaires et même de la force Barkhane, tout ce qui va avec. Est-ce que cette France-là aujourd'hui est prête à plier le genou, à demander pardon et à demander surtout la renégociation, la relecture des accords d'hier? Vous savez, je pense qu'après le sommet de Montpellier, je crois que c'est sur votre plateau que j'avais dit que ce qui s'est passé à Montpellier, c'était une dit. Parce que les deux éléments précis sur lesquels la France était attendue pour des aménagements, c'était la question des accords de coopération économique et monétaire, c'était les accords de coopération militaire. Sur ces deux aspects, la France n'a pas évolué. Et je pense que la France commet l'erreur de ne pas évoluer sur cette question. C'est une erreur stratégique. Vous savez, dans mon livre, Le poids colonial de la France, je décris deux possibilités pour sortir de cette affaire, de cette période difficile. Soit la rupture qui unit, soit la rupture qui divise. La rupture qui unit, c'est celle qui verrait que la France, avec ses différents partenaires, s'asseye et trouve bien entendu un juste milieu. Même s'il est vrai que la réalité des théories de libération, c'est tout simplement que l'esclave, pour s'affranchir, doit tuer le maître. Généralement, c'est sanglant. Maintenant, on pourrait aussi voir un cas de figure. La rupture qui divise, ça se fait dans la violence. Personnellement, je crois que la France aurait intérêt à renégocier un certain nombre d'accords. La France aurait intérêt à anticiper sur un certain nombre de questions. Parce que le vent qui a commencé en Afrique de l'Ouest, il va continuer en Afrique centrale. Peu importe le temps que ça prendra, c'est une question de temps. Ça finira par aller. La principale question que nous posons, mais pourquoi cette France est si orgueilleuse dans le sens de ne pas vouloir discuter pour qu'il y ait une nouvelle ère avec ses partenaires africains? C'est ça la principale question. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que les Africains ont une occasion extraordinaire avec la présidentielle du mois d'avril pour peser dans le débat. Et la vraie question, c'est est-ce que nous sommes même conscients des enjeux, nous les Africains, pour peser dans ce débat de telle sorte que portant ces idées, que ces chefs d'État soient contraints, n'est-ce pas, à mettre un pot d'eau dans leur vin. C'est ça la question. Mais nous voyons une France de plus en plus orgueilleuse, qui bombe le torse, alors que son influence ne cesse de diminuer. Diminuer, ça ne veut pas dire que son influence est faible. Ça veut dire que par rapport à un certain temps, ce n'est plus le même volume. Ah ben, la France doit-elle mettre de l'eau dans son vin pour le rendre peut-être plus digeste, ce vin-là? Mais est-ce que la France aujourd'hui est prête à lâcher du lest? Et on s'en fout. Il ne s'agit pas de chercher à savoir ce qu'elle veut. Il s'agit de comprendre que pour elle-même, la France, la construction d'un modèle qui voudrait que elle ait des pays qu'elle piétine n'a pas permis à la France d'être une puissance en Europe devant l'Allemagne qui n'a pas de colonie. On n'a pas besoin de... La Suède n'a pas de colonie. Mais si la France se débarrasse de ses colonies, aura-t-elle encore la force d'être première? Justement, c'est ça le débat. Et la réalité, c'est oui, elle le fera. Sauf que il y a une petite classe politique française qui elle-même vit dans des complexes. Elle ne réalise pas tous ces gens qui sortent du moule de l'ancien du gaullisme, de l'ancien parti socialiste français, qui ont tous connu le plus ou moins les enfants de Jacques Faucon, tous ces gens-là, etc. C'est eux qui perpétuent une relation qui leur sert dans le cadre de la corruption et qui sert à financer les partis politiques classiques, la droite et la gauche indifférents, etc. Mais en réalité, ça ne profite pas au peuple français. Voilà un pays qui a 14 pays collaborateurs directs. Aucun pays africain des 14 pays n'est capable d'acheter une rame de métro. Aucun pays n'est capable de commander des navires chez Alstom. Aucun pays n'est capable de commander des avions. Tout simplement parce que dans une relation qui empêche les pays africains d'être bien gouvernés, eh bien,
La France croit que c'est pas la France, c'est cette petite élite politique. La France officielle. Oui, cette France officielle. J'ai été d'accord avec l'expression. Oui, cette France de Macron et puis tous ceux qui sont derrière, les Jacques Chirac, comment il s'appelle? Écoutez, comment il s'appelle? Hollande et tous ces petits types-là, oui, qui ont appris à côté de De Gaulle, qui ont appris à côté de Mitterrand, de tous ces gens-là. C'est eux qui profitent individuellement dans le cadre de la corruption. C'est quelques entreprises françaises. Parce qu'il y a des entreprises françaises qui ne font pas leur chiffre en Afrique. L'Oréal, des entreprises comme ça qui n'ont même pas besoin de l'Afrique. Vous comprenez? Par contre, il y a quelques entreprises de la France-Afrique, comme Total, comme Elf à l'époque, qui est devenu, voilà, Bouygues, qui est un petit homme d'affaires français. Il y a des hommes d'affaires français dont on ne parle pas, qui n'ont rien à faire avec les gouvernements africains. Vous comprenez? Et ces hommes d'affaires-là, ils existent. Peu importe pour eux si on sortait du franc CFA ou de n'importe quoi. Ça a quoi à voir avec l'Afrique? Ils vendent combien de mirages en Afrique? Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent combien de chars? Combien de pays africains commandent les chars de Clair ou Tigre? Personne. On n'a pas de moyens. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, cette force officielle, comme Eric parle, est faite de gens malades. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils peuvent construire un pays indépendamment de cette relation coloniale qu'ils refusent de négocier. Ça, c'est d'un côté. Oui, donc il faut revoir. De l'autre côté. Oui, pour chuter, s'il vous plaît. Les Africains doivent être capables de développer une gouvernance qui doit savoir parler courageusement à la France. Sans que cela, moi je suis donc dans l'esprit d'Éric. Une rupture qui ne fasse pas de vagues, mais qui est possible, qui a même été amorcée d'une certaine manière, notamment avec la question des réserves d'échange. À l'époque, c'était 100%. Sous Houphouët-Boigny, ça a été renégocié 2 fois, 75%. Puis après 50%, aujourd'hui on est à 50%. Au lieu de faire des discours révolutionnaires, il peut arriver qu'une nouvelle classe d'hommes d'État africains négocie pas à la France. Faire comprendre à la France que ce n'est pas normal qu'on vende le cacao du Cameroun et que l'argent que ça rapporte en devise soit déposé dans le trésor français pour qu'ensuite on fasse la branche à biais là-bas pour nous dire que tous ces mécanismes incestueux, mauvais, malsains n'ont pas produit le développement. Or, ce qui est important pour la France, c'est un Cameroun capable d'acheter des locomotives, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Ce qui est important pour la France, c'est un Cameroun capable d'acheter des hélicoptères en France, ce que nous ne sommes pas capables de faire, etc., etc. À quoi ça leur sert cette relation? Ça sert tout simplement à maintenir une petite nomenclature en France, etc. Ça ne va pas au-delà de ça. Mais ça dépend de la qualité des hommes politiques africains qui doivent charger de légitimité populaire à travers des élections de qualité, parler à la France. Et il est possible, je fais partie de ceux qui pensent que au lieu d'envisager des ruptures de type révolutionnaire où un militaire se met à raconter aux gens n'importe quoi pour ensuite redevenir l'ami de la France après, on a vu ça au Niger. Combien de coups d'État il y a eu au Niger? Pourquoi ils n'ont jamais chassé Areva? Chacun est venu et il a trouvé que Areva était bon pour lui parce que Areva donnait de l'argent. Aujourd'hui, certains envisagent de remplacer la Chine par la France, par la Russie. Mais je n'ai jamais cru que le développement d'un pays africain va se faire par le remplacement d'un impérialiste par un néo-impérialiste. Parce que la Russie qui veut avoir un dictateur en Afrique va dans une relation de type différent. Elle va être dans une relation où il lui faut l'or, il lui faut le diamant, il lui faut éventuellement, comment ça s'appelle, l'uranium, il lui faudra des matériaux
premières. La Chine qui commence à entrer en Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les matières premières, elle ne fait rien d'autre. Elle nous donne de l'argent pour construire une ici et là, et puis on rembourse ça par les matières premières. Elle ne nous apprend pas la science, elle ne nous apprend pas la technologie, et pour le petit scientifique que je suis, c'est le seul gage de développement. C'est que nous sachions fabriquer nous-mêmes votre cravate, votre micro, votre écran que vous avez devant vous et que je vois dans ces studios, rien n'est fabriqué au Cameroun. Merci beaucoup Abel Belobé pour ce premier jet dans le cadre de cette émission, notamment pour ce qui est de ce premier sujet qui portait essentiellement sur la situation au Mali. La sortie du franc CFA peut être envisageable, elle peut être comprise comme une nouvelle ère pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi il faudra tenir compte des normes d'agrégats. On en a discuté longuement dans le cadre de cette émission. Alors, si vous le permettez, on va épiloguer autour de la deuxième thématique. On parle ou haineux qui continue d'être légion sur la place camerounaise. D'ailleurs, c'était le sujet, la thématique d'un séminaire qui devait avoir lieu à Douala, même si ce séminaire a connu des fortunes diverses. Davantage, la thématique nous intéresse, la problématique des discours haineux. Pourquoi en est-on, ou comment en est-on arrivé là? Avec nos trois invités, je rappelle Abel Belobé, notre consultant, Vincent Depolier, militant du PCRN, conseiller municipal de la 3e, et Eric Yombi, qui est journaliste et chercheur, mais qui est également écrivain. Je rappelle qu'il nous a servi un bouquin il y a quelque temps, un livre, Le poids colonial de la France entre façonnage, errance et autolibération en Afrique noire francophone. Il remet en cause surtout la France-Afrique. Vous pouvez l'acheter, il coûte pas très cher, le dit bouquin, le livre. Il est assez intéressant, je commence à lire quelques lignes. Vous faites bien de l'acheter. D'ailleurs, Elie me promet qu'il va prendre un livre. Alors, autour de la question, la deuxième question de ce débat, la question du discours haineux, les uns les autres pointent un doigt accusateur, notamment la présidentielle de 2018, qui serait le point de départ de ces dérives langagères, ces dérives observées à la fois dans la place, l'espace politique camerounais. Pourquoi penser que ce n'est qu'à partir de 2018 que tout cela est né? Non, c'est pas vrai. Je dis pourquoi penser? Non, ceux qui le disent, c'est des observateurs légers et simplistes qui peut-être ont envie d'accuser, etc. Est-ce qu'avant que Maurice Kamto ne soit candidat à l'élection présidentielle, quand vous ouvrez les réseaux sociaux, les gens se parlaient là-dedans correctement? Le phénomène n'est pas un phénomène camerounais. C'est pour ça que je vous ai gardé cette citation de Umberto Eco, qui n'est pas camerounais. C'était un universitaire italien. C'est pas, il ne lisait pas Facebook Cameroun. Il lisait pour l'Europe. Et il dit, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles. Des légions d'imbéciles? Qui, avant, c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, ne parlaient qu'au bar. Après un verre de vin. Et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole, ces imbéciles, qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. C'est l'invasion des imbéciles. Donc c'est un problème mondial. Les discours en Europe, nous on appelle ça ici parce que c'est pas un problème de race. Les discours terroristes, tout le monde sait très bien que le djihad, l'islamisme, c'est par les réseaux sociaux. Des sites djihadistes existent en Europe, etc., etc. Donc, il ne faut pas tellement faire comme si c'était un problème camerounais. Maintenant, chaque pays qui voit ça se développer, compte tenu de ses spécificités anthropologiques, peut développer une politique nationale pour aller contre. C'est parfaitement possible. D'ailleurs, dans le discours du chef de l'État à la jeunesse, il a évoqué ça. Parce que notre part d'imbéciles, les légions d'imbéciles, nos imbéciles d'ici, c'est qui? C'est ceux qui
quand ils écrivent, insultent, pour des choses pour lesquelles ils auraient pu dire la même chose, sans tout à fait avoir à avoir une dérive langagière. En réalité, Umberto Eco dit les jeunes d'imbéciles, c'est-à-dire des gens faibles d'esprit, des gens peu sachants. Parce que ce discours, on dit haineux, il est la traduction de l'absence de connaissance. Les gens n'ont pas de connaissance. Ils n'ont pas la capacité d'apporter des arguments à ce qu'ils veulent dire. Alors, ils versent dans l'invective, ils versent dans le repli identitaire, ils versent dans des raccourcis du genre pour le cas spécifique du Cameroun. C'est nous les Bamileke qui faisons le développement, c'est nous qui faisons ci, c'est nous qui sommes les plus travailleurs, ce genre de petits trucs qui ne sont fondés sur rien du tout. C'est d'ailleurs pourquoi quand Jean de Dieu Momo répond à ses compatriotes Bamileke en leur disant « c'est pas vous qui produisez la viande qui se mange, c'est les nordistes. C'est pas vous qui produisez le cacao qui a construit le Cameroun. C'est le littoral, c'est au sud-ouest, c'est au sud. C'est pas vous qui produisez l'huile de palme. C'est l'Union Ekele, c'est la Sanaga maritime. Et ainsi de suite, il a cité des tas de trucs dans un article récent qu'il a produit. Pour rappeler à ses faits justement par rapport à ces discours où les gens vivent de déclarations péremptoires qui satisfont une petite catégorie de non-sachants, mais qui dans l'essentiel c'est des faux, c'est du faux, c'est des fausses nouvelles. Et c'est favorisé, et là le gouvernement peut réglementer par la capacité qu'on a à se cacher et donc à ne pas assumer ses responsabilités. Parce que la plupart de ceux qui écrivent dans cette langue sauvage, qui abondent dans ces discours, qui sont-ils? C'est des faux profils. C'est des gens qui... Il y en a qu'on connaît, il y en a qui assument leur propos à travers leur profil. Oui, très peu. Peut-être que le phénomène est en train de régresser, c'est tant mieux. Mais vous êtes d'accord avec moi que aux premières heures de l'accès à Internet pour tout le monde, avec l'arrivée des téléphones Android, etc., 90% des profils étaient des faux profils. Quelqu'un vous insulte, il vient faire le débat avec Elim Bilobe. Elim Bilobe, elle avec son nom, sa photo, mais lui, il met un pigeon. Je me rappelle, j'avais écrit à Paul Chouta à l'époque que pour m'écrire, tu n'as pas besoin d'avoir la tête d'un pigeon. Voilà. Il y a donc cette situation récurrente aujourd'hui. A-t-elle malheureusement pourri l'atmosphère, l'ambiance de l'espace politique camerounais? Oui, c'est une situation qui fait les affaires du parti au pouvoir. Hein. Parce que quand vous passez... Quand vous voyez le parti au pouvoir de... Non. Vous dites que ça fait des affaires du parti au pouvoir. Pourquoi? Plus entre-temps, il se la court. D'où c'est? Vous passez le temps à insulter, vous passez le temps à vous déchirer là-bas, vous faites des dénonciations entre vous. Il est tranquille. Il est tranquille. Non, en réalité, lorsqu'un parti politique a une idéologie, lorsqu'il a un programme politique, lorsqu'il a des militants formés, ils ont un discours qu'ils doivent tenir. Et c'est un discours qui se structure autour de leur idéologie, qui se structure autour de leur programme politique. Ils n'ont donc pas le temps pour faire des insultes, ils n'ont pas le temps pour des bagarres. Mais lorsqu'on s'est engagé en politique, là, je reste dans ce domaine, lorsqu'on s'est engagé en politique par enthousiasme, ou par chauvinisme, ou par sympathie pour un individu, et qu'il y a un débat, si on est à court d'arguments, alors on débite tout et n'importe quoi pour justifier sa posture ou pour la défendre. Et il y a aussi que, tel qu'on le disait, les Camerounais sont rattrapés dans les réseaux sociaux par leur mauvaise éducation. Vous savez, longtemps dans ce pays, on a supprimé l'instruction civique. Je me rappelle, il y avait un livre qui vert, rouge, et à la première page, il y avait des Camerounais qui se cravataient
Et il était écrit en dessous, Camerounais, respectez-vous les uns les autres. Mais pendant longtemps, on n'a pas fait la leçon d'instruction civique. Les gens ont grandi sans savoir qu'ils ne doivent pas insulter, sans savoir qu'ils doivent respecter la chose publique, sans savoir qu'ils doivent se respecter les uns les autres. Ils sont devenus grands malheureusement et ils évoluent dans cette ignorance-là. Dieu merci, c'est une matière qui est revenue au programme. On parle de l'éducation à la citoyenneté. Et les plus jeunes aujourd'hui ont quand même la chance. Ils sont les plus enclins à ne pas respecter l'éducation à la citoyenneté. Vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui dans nos établissements. On déplore la consommation récurrente et constante de la drogue, les situations de violence caractérisées dans les établissements, ce manque de respect entre les élèves et les enseignants. Pourtant, il y a cette matière que vous évoquez, l'éducation à la citoyenneté. Donc on pensait que finalement, et c'est pas grand-chose pour pouvoir donner la possibilité justement de fuir, d'éviter, de courir vers ce discours haineux. Ça, c'est des fléaux que nous décrions, mais qui ont d'autres causes. Vous pouvez faire une émission là-dessus, vous verrez bien que les causes sont multiples et variées. Mais qui vous dit que si cette matière-là n'était pas revenue, peut-être qu'il se baladerait avec des couteaux et des machettes. Et il se balade pour la plupart. Non, jusqu'à présent, ces conducteurs de garde là ont des couteaux sur eux. Jusqu'à présent, c'est des cas marginaux. C'est que dans un établissement qui a 1000 élèves, il y en a une cinquantaine, une trentaine qui dictent leur loi et qui se comportent n'importe comment. Mais pour la plupart, on ressent quand même une certaine retenue. Donc, je voudrais tout simplement dire que cette violence qui est dans les réseaux sociaux, je crois que les responsables politiques doivent s'apaisantir là-dessus par l'éducation de leurs militants. Okay. Parce qu'on se rend compte que les gens sont entrés en politique, n'est-ce pas, mais n'ont pas eu la formation nécessaire. Et c'est le lieu de déplorer ici l'interdiction du séminaire qui aurait dû avoir lieu. On en a parlé il y a longtemps. Non, moi, je n'étais pas là. Pour permettre aux gens qui tiennent des discours publics, n'est-ce pas, d'être mieux structurés, d'être moins violents. Est-ce que tu crois que c'est ce séminaire qui allait à... Non, là, on n'a pas la question. Est-ce qu'on peut justifier... s'il vous plaît, est-ce qu'on peut justifier ces dérives aujourd'hui, ces dérives récurrentes sur les réseaux sociaux qui nous ont servi sur un plateau d'or, peut-être d'argent également, ce discours haineux? Vous savez, lorsqu'on parle de politique au Cameroun en particulier, je crois qu'il est important d'interpréter l'histoire. Parce que c'est à travers l'histoire, notamment, qu'on peut avoir un éclairage beaucoup plus important. Le pouvoir régnant, tel qu'il est installé au Cameroun, c'est bâti sur la violence. Et dans cette construction de la violence, il y a une autre variable, l'anthropophagie politique. On consomme, on extermine l'autre, on crée le tribalisme, on met en place les mécanismes pour détester l'autre. En fait, et de manière plus simple, on crée la division. Parce que le jour où le peuple sera rassemblé, uni, il va dégager le pouvoir. C'est ça la réalité, particulièrement en Afrique noire francophone. Lorsque vous regardez les différents leaders que le Cameroun a eu jusqu'ici, ce sont des leaders qui ont été portés au tribunal sur la base de l'anthropophagie, sur la base de la consommation de l'extermination des autres. Rappelez-vous quand même que nous sommes dans le pays de Oumniobé et les conditions dans lesquelles il a été politiquement assassiné. Je ne parle pas de l'assassinat au sens physique. Rappelez-vous qu'il ne fut pas le seul. À sa suite, on a eu notamment, n'est-ce pas, Félix Roland Moumié. Donc nous sommes dans une logique d'anthropophagie. Nous sommes dans une logique, il faut exterminer l'autre. Pour exister, il doit avoir une figure principale, il doit avoir une déification. Et cette déification, c'est la seule figure. Les autres, on utilise tous les moyens, parmi lesquels la division, la violence, le tribalisme pour s'exprimer. Depuis longtemps, le tribalisme existe au Cameroun, même sous l'air d'ailleurs. Sauf que son pouvoir fort avait fait en sorte que ça a un volume réduit. Mais aujourd'hui, comme la démocratie veut dire pour certains un changement,
aujourd'hui on s'exprime en diabolisant l'autre. Mais c'est l'expression d'une société ou alors d'une classe politique qui elle-même passe le temps à exterminer. C'est surtout l'expression d'une société civile qui est pauvre, qui n'arrive pas à apporter des vraies réponses dans une société qui est complètement malade. Nous avons aujourd'hui le discours que nous méritons, c'est-à-dire un Cameroun qui a du mal à se rassembler. Lorsque les Camerounais se regardent, ils se regardent en chien de faïence. C'est une construction. J'appelle ça le dressage colonial. On n'a pas su résister, on n'a pas su apporter des réponses pour sortir de là. Aujourd'hui, nous avons cela. Maintenant, que faudrait-il faire? Il faudrait que les politiques prennent leurs responsabilités. Que la population prenne ses responsabilités. Que la société civile prenne ses responsabilités. C'est ce corps collectif qui nous permettrait bien entendu de se sortir de cette situation du discours. Alors, vous parlez des politiques. Et des politiques, vous avez dit tout à l'heure que ces politiques ont échoué dans la construction de ce que vous avez appelé un dressage. Si ces politiques ont échoué, pourquoi les rappeler aujourd'hui pour peut-être essayer de revoir la situation qui est devenue criarde aujourd'hui? Parce que nous aimerions tout simplement que les politiques changent de paradigme. Nous pensons que les politiques peuvent être au pouvoir en faisant la politique autrement. On peut faire la politique sans diviser les masses. La première chose dont le Cameroun a besoin aujourd'hui pour se développer, c'est le rassemblement. Toutes les autres choses ne peuvent venir qu'après le rassemblement. Le Cameroun a besoin instamment, urgemment de rassemblement. Il faudrait que ces enfants prennent la peine de s'asseoir. Sous la direction du premier d'entre eux, il doit avoir une interpellation. D'abord, se rassembler. Tout ce que le Cameroun peut faire, sans rassemblement, ça ne va pas prospérer. Pour aller le plus loin possible, nous avons besoin d'être ensemble. Être ensemble ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais qu'on est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur le plus important. Il faut être d'accord sur le plus important, pas sur tout, mais quel est le discours qu'il faut tenir pour que tout le monde se mette en accord sur l'essentiel? Le discours doit être un discours construit, il doit être un discours apaisé. Il ne doit pas être un discours violent, il ne doit pas être un discours qui s'articule autour des dénonciations tous azimuts. Je crois que nous avons besoin justement de regarder dans la même direction et de faire évoluer les choses. Donc c'est un discours qui... Doit-on arriver à des sanctions contre ceux qui se livrent à des dérives langagières, à pourrir l'environnement ou l'espace politique camerounais? Mais les sanctions existent, elles sont prévues. Sauf que ceux qui sont en charge de leur application ne le font pas. Les sanctions existent, elles sont prévues. Donc toute cette violence-là, toute cette violence qu'on constate dans les discours publics peut justement être sanctionnée. Mais je crois que dans un désir... Pourquoi on ne les sanctionne pas? On ne les sanctionne pas parce que ça fait des arranges, ça arrange les affaires de certains, ou bien ça permet de construire justement ou de multiplier la construction de cette situation de non-rassemblement dont décriait tout à l'heure Eric? Il faudra poser la question à ceux qui sont en responsabilité. Moi, vous envisagez d'être en responsabilité. Mais moi, je pense que lorsqu'on le fait, n'est-ce pas, ça continue à discret. Tant que c'est un discours qui reste périphérique et qui ne s'attaque pas directement au pouvoir, qui ne menace pas directement le pouvoir, alors il peut continuer à être tenu sans que les personnes ne soient suffisamment inquiètes. Et ça dénote aussi d'une certaine fébrilité du pouvoir qui justement a déjà mal à partir avec la population sur un certain nombre de dossiers et ne voudrait pas en rajouter, n'est-ce pas, à ce qui existe déjà. Ça, c'est l'explication de mon point de vue. Alors, comment faire pour en sortir? Écoutez, moi je pense que les politiques peuvent parfaitement contrôler les réseaux sociaux. Un État peut le faire. Par exemple, on n'est pas obligé de laisser que tout le monde ait accès à Internet. Donc il faut faire des restrictions. On peut le faire, la Chine le fait. Mais la Chine a un niveau technologique que peut-être à mon appel. Écoutez, si c'est un problème technologique, on n'a qu'à acheter cette technologie-là si c'est indispensable pour l'éducation de nos enfants. Pourquoi vous voulez que... Parce que, qu'est-ce que nous disons? Nous, on parle de la violence, mais ne regardons pas simplement le problème en termes de violence. Regardons-le en termes d'impact général sur tous les secteurs. Sur tous les secteurs. Aujourd'hui, un enfant
a accès aux images pornographiques par Internet. Parce que on a estimé que la démocratisation de la société, c'était ouvert. Un enfant de 10 ans a un téléphone portable Android et il a une connexion Internet. Personne ne l'en empêche. Il va chez Orange, il va chez MTN, il achète une connexion Internet, il achète ses data et puis il a accès à tous les films qu'il veut voir. Est-ce qu'un gouvernement ne peut pas dire à Orange et à MTN, tu ne donnes pas de connexion Internet à des enfants de moins de tel âge? On fait le devoir également avec Internet, vous le savez. Mais écoutez, on se rend donc compte que ce n'est vraiment pas ça le principal enjeu. Donc on peut perdre les devoirs qu'on fait sur Internet et gagner en termes d'éducation. C'est lui qui parlait tout à l'heure de l'éducation à la citoyenneté. Comment voulez-vous éduquer les gens à la citoyenneté en mettant à leur disposition tout ce qui est contraire aux valeurs que vous voulez leur enseigner? Comment vous voulez y parvenir? Parce que quand nous on était petits, pour avoir des images pornographiques, il fallait être résolument un délinquant. C'est-à-dire qu'il fallait aller au quartier, chez des vendeurs de vieux journaux, etc. pour trouver, comment ça s'appelle, Union ou tout ce que vous voulez. Les romans avec des images pornographiques n'étaient pas des choses en circulation libre. Bon, à plus forte raison, les films qui ont des images de violence. Oui. Aujourd'hui, pourquoi vous avez tous les enfants qui peuvent être dans les lycées, les collèges et qui ont accès à la drogue? Mais tout le monde sait comment sont organisés les réseaux de drogue. Donc la responsabilité gouvernementale existe dans cette affaire. C'est ça, gouverner. On ne peut pas considérer qu'on gouverne et on considère qu'on est inefficace sur des phénomènes tout simplement parce que, entre guillemets, c'est des phénomènes mondiaux. Si, pour avoir une puce, je dois me faire identifier, cela peut déboucher sur l'idée que, comme on m'identifie, on sait si je suis majeur ou mineur. On peut donc me donner une connexion Internet ou pas, etc., etc. Les techniciens peuvent mettre cette politique-là en œuvre. Est-ce qu'il y a une volonté politique qui va dans ce sens? La réponse est non, sous le prétexte de la modernité. Mais quand le gouvernement renvoie la responsabilité sur les parents, dans les maisons, comment sont perçues les libertés fondamentales? L'idée de modernité voudrait que vous achetiez le téléphone à votre fils parce qu'il a eu une bonne moyenne en classe de 4e. Et c'est vous qui allez lui donner l'argent pour mettre la connexion Internet qui va lui permettre de regarder des films de violence, de faire des correspondances obscènes avec d'autres enfants, etc., etc., et organiser. Donc, il y a une responsabilité gouvernementale double. D'abord, sur le plan de la gestion des libertés, supposées fondamentales. Est-ce que c'est une liberté fondamentale qu'un enfant de 10 ans, ou de 12 ans, ou de 15 ans ait accès à Internet avec toutes les prestations qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est fondamental? La réponse, à mon sens, c'est non. Est-ce que c'est bon que le gouvernement laisse les ménages, les parents, sans leur envoyer des signaux forts sur l'éducation, en leur disant, un enfant, c'est pas fait pour un téléphone portable. Qu'est-ce qu'un enfant de 6e fait avec un téléphone portable? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait avec un téléphone portable? En quoi est-ce que c'est moderne de lui acheter un téléphone portable? Vous avez vu, il y a une époque ici où on a dit interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, mais est-ce qu'ils n'entrent pas avec? Ils entrent avec. Alors. Donc, merci beaucoup. Mais on a compris qu'il faut à la fois interpeller plusieurs acteurs pour arriver à cette situation
de dérive amoindrie, peut-être, on ne peut pas espérer un environnement ou un espace politique dénué complètement de ces dérives, mais il faut davantage concourir à ce que ces dérives soient le moins perceptible possible. On va prendre quelques SMS. Bonsoir le panel. Une question à poser à M. Abel Lindrobert. Nous sommes où avec les opposants politiques dans les dites démocraties où moi je félicite les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Il revient, je soutiens notre historien qui est sur le plateau passant. Je dois demander à M. Abel Lindrobert de se concentrer sur M. Maurice Kamto, car pour les problèmes du Mali, il ne semble pas maîtriser la situation sur le terrain. Il est question... Kamto n'est pas plus dangereux que les colonels. Et il est question d'un problème de souveraineté. C'est Rodi qui nous a écrit ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle thématique. Je suis pas en phase avec M. Abel Lindrobert ce soir. Moi qui suis par ailleurs un fan de cet acteur politique, il parle toujours de la qualité de l'opposition. Moi je lui pose cette question, M. Abel Lindrobert. Est-ce que vous êtes déjà un jour posé la question à la qualité de nos chefs d'État, s'il faut avoir à la tête de nos pays le monsieur Macky Sall, monsieur Ouattara, Bazoum, celui du Ghana, on fait quoi? On continue à respecter cette chose? Mais on a répondu à cette question. Que vous appelez ordre constitutionnel. Toi, s'il te plaît, une minute. On a dit que dans le bilan négatif de l'Afrique, la responsabilité militaire y est. D'accord. Plus la peine de faire ce débat. C'est Kadhafi de Gaulle, hein, voit son message. Vous voyez très bien que son nom à lui seul justifie la question. Il est admiratif, un putschiste. Mais également admiratif de vous. Oui, il n'est pas putschiste. Et je lui dis, faisons confiance à la démocratie et faisons ce qu'a dit. Les peuples doivent prendre leurs responsabilités. Nous parle. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, les invités. C'est Jean depuis Malabo, en Guinée équatoriale. Je vous félicite beaucoup et je suis ravi de votre débat. Surtout, Eric Yombi, merci beaucoup pour tous ces éclairages, à vrai dire. En écoutant les propos de certains invités, il est clair que nous ne pourrons jamais nous débarrasser de la France. Et ce sont ces gens qui comptent pour enlever les autres. Une fois de plus, je remercie Eric Yombi sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur André Duc-Bessoir, envoyez-nous votre message si ce n'est pas arrivé au complet. Bonsoir à toute l'équipe, particulièrement à Vincent de Paul, parlant de discours haineux. Monsieur Limbi, que j'appréciais tellement, fait partie de ceux qui prônent ces dérives observées sur la scène politique camerounaise. Il stigmatise les Bamlékés, qu'il rallie à tort ou à raison au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour Abel Lindrobert, le Bamléké est le problème du Cameroun. Non, je ne pense pas. La suite, je ne la dirai pas parce qu'elle est provocatrice et essentiellement attaccatoire. C'est Didier depuis Pont Blanchisseur. Il a le problème du discours haineux. Bonsoir à vous. Il est malade du discours haineux. Abel Lindrobert. Je dis ce qui ne lui plaît pas. Il répond par le discours haineux. Permettez que je lise le SMS. Il est de quel bord politique parce qu'il il passe le temps à faire la morale aux autres alors qu'il est lui-même opposant. Finalement, il s'oppose à qui ou à quoi? C'est Charlie depuis Kribi qui nous a envoyé son message. Au Cameroun, l'État a perdu le contrôle dans tous les domaines et chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que pense également cet autre acteur. Bonsoir à le panel. Je suis très étonné que M. Abel Lindrobert traite d'un sujet questionnant la haine par la haine. C'est très paradoxal pour moi. Le casting, pour moi, Abel Lindrobert aurait dû être disqualifié. C'est Christophe qui nous a envoyé son message. Jean-Luc depuis Ndjombe Pendia, bonsoir, très bonne émission. Monsieur Lindrobert fait dans la division ailleurs, il se réclame panafricaniste. Aujourd'hui, il adoube le colon qui est là pour son intérêt. Ce que dit cet autre... Avant de continuer, ce genre de message montre que quand il y a une émission, les gens écoutent mais ils ne sont pas en train de comprendre.
Parce qu'il y a quelque chose à dire et ce qu'il a dit est prédominant dans son esprit. Bonsoir à vous tous sur le plateau de LTM. Je suis régulièrement vos émissions de Tchad. Merci. Je pense que c'est un fidèle téléspectateur qui nous avons rencontré lorsque nous étions couvrir l'élection présidentielle en N'Djamena au mois d'avril 2021. Autre réaction terminée par un coup d'État. Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai compris. Bonsoir Frédéric, permettez-moi de m'adresser à Abel Imilobé. Abel, es-tu conscient que tes interventions à la télévision ou à la radio sont très appréciées par le régime en place, notamment par le parti RDPC. Dans la plupart de tes interventions, tu as raison, mais sache que le meilleur est l'ennemi du bien. Rejoins tes frères de l'opposition et mène le bon combat, mais de l'intérieur. C'est une interpellation qui mes interventions sont appréciées par le RDPC, où est le problème? Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Je rappelle à M. Abeni Bilobé que le Nigeria, qui est une fédération de 21 États, est développé par État et qui est la première économie d'Afrique malgré la corruption qui gangrène ce pays, l'insécurité qui sévit dans l'état du Biafra et dans d'autres états à raison de Boko Haram et de la situation du Biafra. Je voulais rappeler également qu'il aille voir ce qui se passe dans l'état de Maïdouguri. C'est Maïdouguri, Idaba, Ibada, Onitsha, Jos et bien d'autres États au Nigeria. Il y a des choses formidables qui se passent là-bas. Alors, je n'irai pas sur cet SMS essentiellement provocateur, s'il vous plaît. Je vous le rappelle très souvent, des messages insultants, on ne les lit pas. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Je voudrais demander à M. Abeli Bilobé de cesser de combattre l'opposition. C'est Jean Gatsi qui nous envoie son message. Voilà. Alors, je vais lire le SMS. Je voudrais demander à M. Abeli Bilobé de cesser de combattre la haine par la haine. On sait, comme on l'a dit, que le discours haineux est incontrôlé sur les réseaux sociaux de par le monde, mais a-t-il besoin de stigmatiser une communauté? Voilà, je le prie d'aller lire les posts du doyen de la faculté de sciences politiques et juridiques de l'université de Tchad sur sa page Facebook. C'est un certain professeur agrégé en droit international, le professeur Jean Gatsi. C'est un message qui nous a été envoyé par Ernest Foka depuis Bertois, qui va plus loin en disant bravo à M. Yombi par rapport à son intervention sur la question des discours haineux. Bilobé devrait également prendre des notes auprès de cet autre intervenant. Il y a plusieurs autres SMS, mais le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Merci, monsieur. Ton visage au miroir, tu vois ce qu'il dit. Merci beaucoup à Bilobé. Merci également à Eric Yombi. Je rappelle, il est l'auteur de ce livre, hein, Le poids colonial de la France entre façonnage, errance et auto-libération en Afrique noire francophone. On a justement utilisé cet ouvrage pour préparer l'émission de ce soir autour de la question en rapport avec le Mali. Il nous a également fait l'honneur de nous accompagner pour nous donner quelques éléments de son livre. Il est assez intéressant, vous faites bien d'aller lire le journal, le livre. Hein. Il commence d'ailleurs en disant que la difficile situation du continent noir suscite toujours l'attention et magnétise les énergies, voire érige des camps constitués principalement d'optimistes d'une part et de pessimistes d'autre part. Cela vous donne de pouvoir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin qui, de mon point de vue, est assez intéressant. Merci également à notre ami du CRN, Vincent de Paul Yédé, qui était avec nous ce soir. Et on va peut-être clôturer avec cet autre message. Bonsoir, je voudrais dire à ces messieurs que le colonel Assimi Goïta, malgré qu'il soit un produit de la France, est assez mieux placé pour connaître la réalité sur les ambitions de la France, tant sur le plan militaire que sur le plan du développement du Mali. Vous, les politiques, vous n'avez rien à faire des conditions de vie des populations, ni même de cette armée qui vous protège tant que vous êtes à l'aise dans vos bottes, vous, vos familles. Savez-vous combien gagne un militaire camerounais pendant 2 ans? C'est une autre question sur laquelle je voulais qu'il la pose à Moussa. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à ceux qui nous ont envoyé les SMS. C'est toujours un plaisir de recevoir vos SMS. Si peut-être on se retrouve ce mercredi 21 et 23h. De nouvelles thématiques, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous.